Hello les pépites et bienvenue dans l'épisode 3 de Politicouch. Avant de lancer officiellement l'épisode 3, il faut quand même que je vous raconte l'anecdote sur l'épisode 1 parce qu'il s'est passé un truc un peu improbable. Vous avez dû remarquer que l'épisode 1 avait disparu de ma chaîne YouTube. En fait, quand j'ai uploadé l'épisode 2, je l'ai fait depuis mon téléphone et sur l'application YouTube, j'avais l'épisode 1 qui était encore en train de tourner en attente de poste. Donc je me suis dit, je vais annuler le téléchargement puisque de toute façon, j'ai déjà posté la vidéo. Quelle connerie j'ai pas fait. J'ai annulé le téléchargement, mais finalement ça m'a supprimé complet l'épisode 1. Et comme ça aurait pas été marrant s'il y avait pas la suite, en gros je me suis dit c'est pas grave, tu sais quoi, enfin ça fait chier parce qu'il y a quand même des commentaires, c'était la première machin et tout. Il faut savoir qu'en fait je m'étais lancé le défi de faire une vidéo YouTube en 3 jours. J'ai quasiment pas dormi pendant 3 jours. Je me dis c'est pas grave, malgré les commentaires, les likes, etc. On va remettre la vidéo puisque je l'ai dans mon téléphone sur le cloud et c'est bon. Bah non, en fait la vidéo avait disparu du cloud. C'est la raison pour laquelle l'épisode 1 n'est pas là et n'est toujours pas revenu. J'essaye de le récupérer et je vous tiendrai au courant. Allez, on attaque l'épisode 3. Vous le savez, comme d'habitude, on va parler actu politique et on va le faire avec simplicité et humour. Vous pouvez pas augmenter le prix de la baguette. Non, nous l'avons pas bien. Tu vas la fermer. Vous me hurlez dessus. L'article 49, alinéa 3 de Beau progrès. Alors, je t'emmerde, je m'en bats les couilles. Venez. Ne créez pas d'ennui chez moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on commence par le voyage du couple présidentiel aux États-Unis. On est passé par toutes les émotions. La baguette de pain, Elon Musk, la danse, bref, on va faire le point. C'est parti pour les Macron aux States. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Du 29 novembre au 2 décembre, le président de la République, Emmanuel Macron, Manu Macron pour les intimes de mes vidéos, accompagné de son épouse qu'on ne présente plus, Brigitte, sont partis au stade. Bon, c'était pas la seule compagnie de Manu, ils ont aussi pris le grand-oncle de Brigitte avec eux, Claude Lelouch. Et en dehors de tonton Claude, dans la délégation, il y avait du beau monde aussi. Hein. On a vu par exemple Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui d'ailleurs est redevenu l'homme le plus riche du monde. On avait aussi Patrick Pouyanné, Total, je me souviens de Pouyanné. Il y avait aussi par exemple Luc Rémont de EDF. Bon, à la limite, tonton Claude, on va le laisser de côté pour le côté culturel qui m'est cher. Mais quand vous sortez l'avion de l'Elysée, Brigitte et la fanfare, c'est nos impôts qui payent, non? Alors moi je veux bien payer les déplacements présidentiels. Mais payer les déplacements de Bernard Arnault, alors que le mec il a les moyens d'acheter l'avion présidentiel, ça me pose un petit problème par contre. Là il pouvait pas prendre son jet, et Pouyanné il pourrait avoir un baby avion aussi. Le site de l'Elysée a bien précisé à propos de la visite de Manu qu'il est le premier président de la 5e République à être invité à une seconde visite d'État, témoignant de la relation de confiance et d'amitié qu'il a tissée avec son homologue américain. Du coup, je me dis que le générique de tout à l'heure sur les Macron aux States, on peut peut-être faire une variante musicale dessus. Amour, gloire et beauté. Des mots qui font rêver. Oui, j'ai 30 ans et j'ai des références très modernes. Mais je suis pas certaine qu'avec la musique de Squid Game ou de Breaking Bad, ce serait passé, tu vois. Jour 1, mercredi 30 novembre. Manu s'est rendu à la NASA pour une réunion de travail sur la coopération spatiale en présence de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis. Perso, j'aurais préféré lire que Manu a pris une navette spatiale avec Elon Musk et une baguette de pain à l'intérieur. Et oui, parce qu'après son déjeuner de travail à l'occasion du dialogue sur la préservation de la biodiversité, on notera d'ailleurs que Manu parle beaucoup d'écologie à l'étranger, mais qui fait pas grand-chose à la maison quand même. Hein. En fin de journée, le président s'est adressé à la communauté française de Washington et à cette occasion, il a salué l'entrée de la baguette française au patrimoine culturel de l'UNESCO. Oui, moi j'ai l'art de la transition et Manu, il a l'art du discours. C'est quelques centimètres de savoir-faire passé de main en main. Pardon, c'est moi, j'ai l'esprit un peu tordu. Il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable. Ça paraît être juste matériel. Mais non. Moi, je me demande si la baguette française qu'il a ramenée sur scène, il l'a ramenée avec lui dans l'avion. Elle sort d'où cette baguette? Deuxième jour du voyage de Manu, petite conférence entre présidents avec Joe.
pour dire vous avez vu comment on est trop potes. Ils ont tenu une conférence de presse commune dans laquelle ils sont revenus sur la guerre en Ukraine. Bah entre le champagne, le homard, le voyage et tout le bordel, fallait bien en parler un petit peu quand même. Mais pour oublier ces discours difficiles, Manu et sa team se sont envolés le jour 3 vers la Nouvelle-Orléans. Faut quand même que je vous dise que j'adore la musique et que le festival de la Nouvelle-Orléans, c'est un des trucs que je veux faire absolument avant la fin de ma life. La Nouvelle-Orléans, ça groove, ça swing, ça danse. Franchement, Brigitte, ça passe, hein. Et Manu, Bon, allez, je te laisse une petite chance pour prouver que t'as le rythme dans la peau. Mais le rythme, Manu, le rythme! C'est lui qu'il fallait prendre en avion à la place de la baguette. Je conçois que Brigitte te donnait des cours de français, mais il va falloir qu'elle te drive sur la musique, là. Ça se voit que tes mains, elles ont pas l'habitude. Tes doigts, ils osent à peine se toucher, tu sais. Tes mains, elles abandonnent. Qu'est-ce que c'est? On signe que des papiers, normalement, nous, on s'entrechoque pas. Sauf pour applaudir nos propres décisions. Manu, je te rappelle que tu es ma muse. On doute jamais. Bon, du coup, on se doute qu'il est pas parti là-bas pour parler musique, il est parti là-bas pour parler réchauffement climatique et pour parler de la francophonie. Je veux ici confirmer, détailler, et puis en remerciant aussi celles et ceux qui l'ont rendu possible, c'est élargir et développer le français de la maternelle à l'enseignement supérieur en rendant surtout cet enseignement plus accessible à tous. Et en quelque sorte, en se battant un peu pour que le français soit pas simplement une langue qui est parfois vue comme un peu élitiste. Alors Manu, quand il va en Algérie, il parle de la francophonie. Quand il va aux États-Unis, il parle de la francophonie. Est-ce que la francophonie ne serait pas un masque aussi? Parce que je rappelle que la Louisiane est un important exportateur de gaz liquéfié. Est-ce que ça aurait un lien avec la présence de Monsieur Pouyanné dans la délégation? Je ne sais pas. Pareil, on a appris que EDF avait vendu une de ses filiales à BP aux États-Unis. Est-ce que ça a un lien avec la présence d'un membre d'EDF dans la délégation? Je ne sais pas. Je ne fais que des liens et chacun se fera sa propre idée. Avant sa prise de parole, Manu a aussi rencontré en toute discrétion Elon Musk. Pendant près d'une heure, Manu Macron et Elon Musk, ex-homme le plus riche du monde, qu'il était d'ailleurs à ce moment-là, mais Bébert il vient de reprendre sa place là. Patron de Tesla, SpaceX, désormais de l'oiseau Twitter, qui d'ailleurs s'écrase plus qu'il ne vole en ce moment. À ce rythme-là, dans quelques temps, le logo Twitter ça va devenir un poulet sans plumes. Comme la discussion était hyper discrète, s'en est suivi des échanges de tweets entre Manu et Elon, se racontant qu'ils allaient changer le monde ensemble. Sinon Manu, je me demandais si vous aviez évoqué Neuralink aussi avec Elon Musk. Tu sais, cette puce là qui permettrait au cerveau humain de communiquer avec les ordinateurs par la pensée et qui est en train de faire des ravages. Parce qu'Elon en ce moment il vire des gens, il kill des animaux et sinon ça devrait être un exemple de société. Enfin là j'ai un peu du mal à capter quoi. À la limite un exemple financier je veux bien parce que tout le monde voudrait son compte en banque, mais par contre l'exemple de société on repassera quand même. J'ai pas forcément envie qu'Elon Musk change le monde moi tu vois. Mais d'ailleurs vu qu'on parle de quelqu'un qui a de l'oseille, restons dans le thème des millionnaires avec notre gouvernement. L'art de la transition, je vous ai dit. Après l'art de la guerre, l'art de la transition. C'est pas du tout le même thème, hein. On avait déjà le gouvernement le plus cher de la 5ème République. On a désormais le gouvernement le plus riche. Guinness Book des records, je l'ai souvent dit vraiment Manu, tu bats tous les records. Bravo, félicitations. Les déclarations d'intérêt et de patrimoine du gouvernement ont été publiées le jeudi 1er décembre par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Les ministres du gouvernement de Zaza Born détiennent un patrimoine moyen de 1,9 million d'euros et une majorité d'entre eux figurent dans les 10% des Français les plus riches. La présence de nombreux millionnaires au sein du gouvernement Macron avait déjà fait du bruit en 2017. 5 ans plus tard, la tendance n'a fait que s'accentuer puisque le gouvernement d'Elisabeth Borne ne compte pas moins de 19 millionnaires sur 41 membres. D'après les calculs du journal Le Monde, les ministres du gouvernement Borne possèdent un patrimoine net moyen de 1,9 million d'euros et 1,5 million d'euros en retranchant les dettes. Ce qui les place pour leur grande majorité dans les 10% des Français les plus riches et au-dessus de la moyenne d'Édouard Philippe en 2017, qui elle-même était au-dessus de la moyenne du gouvernement Valls en 2014. Perso, je fais pas partie des anti-riches et je trouve ça un peu hypocrite même d'être anti-riche parce qu'en vrai 95% d'entre nous rêveraient d'être riches et je suis encore moins anti-riche quand les gens bossent. Mais après il y a richesse et il y a la façon dont tu redistribues ton argent.
Et quand tu regardes d'un peu plus près la déclaration des membres du gouvernement, pour ceux qui ont fait une vraie déclaration, parce que je vous rappelle que par exemple Caroline Cayeux, dont on a parlé dans le Politicouch de la semaine dernière, a démissionné parce que sa déclaration de patrimoine était faussée, tu te dis la répartition elle est un peu chelou quand même. On va prendre l'exemple avec Zaza Born, qui arrive en 11e avec un patrimoine de 1,6 million d'euros. Elle a 2 appartements et 250 000 euros d'assurance vie. Et c'est là où on va s'arrêter 2 secondes, c'est les 250 000 euros d'assurance vie. Parce qu'en fait, elle n'est pas la seule membre du gouvernement à avoir une assurance vie. Gabriel Attal aussi en a une, par exemple, une assurance vie supérieure à 1,4 million d'euros. L'assurance vie, c'est un contrat par lequel l'assureur s'engage en contrepartie du paiement de primes à verser une rente ou un capital à l'assuré ou à ses bénéficiaires. Il peut être utilisé comme un produit d'épargne à moyen ou long terme. À l'issue du contrat, l'assuré ou ses bénéficiaires peuvent récupérer les sommes investies, augmenter des gains éventuels et diminuer des frais de dossier et de gestion notamment. On va pas rentrer dans un cours d'économie, mais je vais vous préciser quand même que les contrats d'assurance vie sont au centre de stratégies patrimoniales de long terme, car il s'agit à la fois d'outils de placement, d'optimisation fiscale et de transmission. De toute façon, si vous voulez un peu plus d'infos, vous tapez assurance vie montage fiscal et vous allez tout comprendre. Parfois, je me dis même que on devrait jouer ce jeu-là. On est souvent en train de se plaindre et tout dire ouais, vous avez vu, il y a de l'évasion fiscale, il y a machin, etc. Mais en fait, c'est des règles. Il y a des règles qui sont permises, il y a des règles qui permettent l'évasion fiscale. Et parfois, je me dis, on est en train de râler sur ces trucs-là, machin. Oui, vous avez vu ce qu'ils font les ministres, vous avez vu comment. Je me dis, et si nous, on faisait la même chose, si nous aussi, on jouait de ces règles et on profitait de ces règles pour faire de l'évasion fiscale, qu'est-ce qui se passerait en France? Alors, qui sort en tête des plus riches du gouvernement? Franck Riester est loin devant les autres. Il détient plus de 10 millions d'euros de patrimoine. Ouest France, le journal d'ailleurs, a rappelé que le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement a dirigé un réseau de concessions automobiles créé par son grand-père. Au total, il déclare 6 millions de valeurs de biens immobiliers liés à ce réseau, mais aussi 3,8 millions de biens immobiliers tout court. Il est suivi de très près par la ministre des Sports, Amélie Ouéda Castera. Je vous rappelle que son mari est le patron de la Société Générale. J'en avais parlé dans une vidéo TikTok sur la présentation des nouveaux membres du gouvernement. Amélie Ouéda Castera, 6,5 millions d'euros pour son patrimoine. Vient ensuite la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Firmin, avec 6 millions. Elle est ministre déléguée et elle gagne plus d'oseille que celui qui arrive juste après, qui lui est ministre de la Justice. Oui, puisque je parle d'Éric Dupond-Moretti, qui arrive juste 4e derrière elle. Tu sais, je me demande s'ils ont affiché les résultats à l'Élysée, tu sais, la liste avec tous les gars, qui sort le premier millionnaire. Parce que j'imagine bien des scènes genre « Enrico, la honte, tu t'es fait battre par la ministre déléguée à la santé, mon gars, elle est plus riche que toi, mec !» J'imagine bien ça, moi, à l'Élysée, avec Manu, tu vois. Et alors, on notera quand même un petit truc, le modeste patrimoine de Gégé Darmanin, qui d'ailleurs arrive 34e avec 46 702 euros, et qui doit encore rembourser un prêt de 580 000 euros pour une maison achetée dans le Nord. Pour la petite anecdote, sachez que son compte courant affichait un découvert de 691 euros le jour de sa déclaration. Et vu les salaires que tu prends, comment tu gères ton oseille, GG? Je comprends pas. Allez, on passe à la suite et sans transition cette fois-ci. Dans l'épisode 2 de Politicouch, je vous refaisais le résumé de l'acte 1, 2, 3, 4, etc. sur l'épisode électrique. On a désormais l'acte 6. Ça y est, je vous avais dit qu'il allait pas tarder à arriver, mais je pensais pas qu'il arriverait si vite. Et si tu n'as pas vu l'épisode 2 de Politicouch, il est sur cette chaîne YouTube. Depuis l'épisode 2 de Politicouch, je pense que vous n'avez pas pu échapper au sujet de l'électricité, puisque on en parle sur toutes les chaînes d'infos. Et entre l'épisode 2 et maintenant, on nous a désormais annoncé des coupures en janvier. BFM a d'ailleurs révélé ce jeudi 1er décembre qu'Enedis et RTE vont mettre en place un exercice sur table le 9 décembre pour se préparer à de possibles coupures de courant. Alors rassurez-vous, il ne s'agira pas de véritables coupures, hein. Il va s'agir de simulations de cartes dont le rendu changera en fonction des conditions météorologiques ou des manques de matière de production d'électricité. En gros, ça simulera absolument pas ce qui se passerait en cas de délestage tournant. Test en version réelle. Circulaire envoyée mercredi aux préfectures. Laurent Méric, le porte-parole d'Enedis, qui disait lundi soir sur BFM que les personnes à haut risque vital n'étaient pas ciblées comme public prioritaire et à ce titre que leur foyer pouvait être frappé par un éventuel délestage, donc par des coupures. Et toi, Manu, tu réponds quoi? Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail.
Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Mais Manu, c'est vous qui avez lancé et accéléré le truc pendant l'acte 2 d'Oudoune école roulée alors qu'il faisait encore 30 degrés dans le sud de la France. Au lieu de gérer la situation dans les loges VIP du backstage de l'Elysée, vous l'avez ramené sur la scène publique. Bah oui, mais faut pas s'en plaindre après, hein. Les scénarios de la peur, pas pour moi. Si on veut pas jouer avec la peur à chaque fois, il faut tirer les leçons du passé. Non, parce que le discours de la peur, on l'a eu pendant le Covid. Nous sommes en guerre. On l'a eu pendant la guerre en Ukraine. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. D'ailleurs, en sortant les images de ce discours sur la guerre en Ukraine, je suis tombé sur une petite pépite de phrase de Manu. Je vous laisse découvrir. Le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risque de s'alourdir encore. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Protéger les Français et les entreprises, trouver de nouveaux partenaires. On en est où, Manu? C'était il y a 9 mois, le discours, là. Et vu qu'on est dans le ton de la peur, vous êtes déjà chaud sur la peur de la 9e vague du Covid. Ça y est, c'est le retour du bal masqué. D'ailleurs, je me fais une réflexion, là. Le masque, il sert à quoi? Vous parlez tous dans les mêmes micros? C'était juste pour fermer la parenthèse de la peur, je reviens à l'énergie. Je rappelle juste que les boucliers tarifaires sur le prix de l'énergie vont bientôt sauter. Qu'aujourd'hui on paye plus cher pour un service qui peut pendant 2 heures te couper de courant, de téléphone et autres. Parce qu'il y a la sécurité aussi, les alarmes aussi elles vont sauter, hein. J'espère qu'il y en a qui ont des générateurs. Tout ça, ça se passe en plein hiver et en plus dans une période où logiquement on ne coupe même pas l'électricité aux gens qui sont en difficulté de paiement. Donc j'accepte que tu juges le débat stupide Manu, mais j'espère au moins que tes solutions seront efficaces pour passer l'hiver. Parce que pour l'instant, la gestion de la crise électrique, chez moi, elle résonne un petit peu comme la gestion de la crise Covid. Cette situation avec l'électricité, c'est forcément un sujet qui fait réagir partout. Il a d'ailleurs fait réagir les députés de l'Assemblée nationale en séance mardi 6 décembre 2022 sur les questions au gouvernement. Devant les menaces de coupure d'électricité et l'improvisation de votre plan de délestage, notre colère est forte, notre colère est froide. Du nombre et de la densité d'écoles et d'établissements scolaires, il est impossible de les préserver a priori d'une éventuelle coupure d'électricité parce que ça rendrait tout délestage impossible. Bien sûr, il nous faut produire plus d'énergie décarbonée. Bien sûr, il nous faut répondre à la demande croissante des usages électriques et chacun sait que le nucléaire ne pourra pas y répondre immédiatement. La réalité, Madame la ministre de l'Énergie, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous avons absolument besoin d'électricité, les éoliennes, tous les jours, ces derniers temps, alors qu'il fait froid, elles tournent à hauteur de 2% environ. C'est-à-dire qu'elles ne produisent quasiment rien, alors que c'est le moment où nous avons besoin d'électricité pour chauffer et pour éclairer les Français. Vous le savez, nous prenons en compte dans les objectifs de développement des énergies renouvelables ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait, c'est à la fois l'importance du déploiement des énergies renouvelables sur un territoire en termes de puissance installée, en termes de production, mais c'est aussi l'impact paysager. Nous avons voté hier la prise en compte de l'impact paysager dans le SCOT. Je regrette toujours que quand on parle du mix énergétique, il est difficile de discuter avec la ministre chargée de l'énergie, pourtant dessaisie de près de 40% du mix énergétique français dans l'attribution de ses compétences. L'hiver vient et nous ne savons rien sur la manière dont nous allons traverser cette sale période. Ceux qui ont froid l'hiver le savent déjà. Si la coupure est programmée entre 8h et 10h ou bien entre 10h et midi, l'établissement scolaire concerné sera effectivement fermé le matin. Mais voilà que votre impuissance consentie à incarner un État stratège qui vous conduit désormais à souffler le chaud et le froid entre l'alarme aux coupures en même temps que l'invitation à ne pas paniquer, pour mieux masquer votre impréparation. Bien au contraire, les Français sont rassurés de savoir que le gouvernement est au travail pour préparer le passage de l'hiver dans les meilleures conditions. Vous infantilisez les Français, vous les humiliez, vous les menacez de couper le jus s'ils ne sont pas exemplaires. Nous accusons le président de la République et son gouvernement d'irresponsabilité énergétique. La France, vous le savez, se prépare depuis 9 mois à faire face à cette crise énergétique qui n'a rien de français puisque c'est une crise européenne.
coupures d'électricité peuvent ne pas arriver. C'est une éventualité qu'il faut raisonnablement envisager, sinon de manière ponctuelle et dans tous les cas pour une durée limitée à 2 heures. Vous préparez le scénario du pire et vous êtes le pire des scénarios. Merci beaucoup. Ah, on nous parle de sobriété, on nous dit que les décisions sont pas françaises mais européennes, mais il y a la France et il y a l'Europe, hein. Et quand la France a dû prendre des décisions pour gérer l'Ukraine, là ça a été des décisions ultra rapides. Je suis pas en train de dire quoi que ce soit sur la guerre en Ukraine, je suis en train de dire les gars, il y a quand même 2 poids 2 mesures quoi. Il y a certaines situations, vous les gérez ultra vite pour qu'on dise waouh les super-héros de l'Europe, puis il y en a d'autres, je sais pas, vous voulez pas que nous aussi les Français on dise waouh les super-héros de la France? Je comprends pas. Après une femme politique française, je me dirais, je préférerais être aimée pour avoir pris des décisions qui vont dans le sens des besoins de mon pays, plutôt que détester à enchaîner des décisions qui sont pas des décisions que les gens veulent, et moi je m'entête en disant, si, parce que c'est moi qui ai la meilleure idée pour la France, je sais ce que je fais. Et non, mais là, pour l'instant, vous savez pas ce que vous faites, quoi. En tout cas, tout ce que vous faites, c'est bancal, hein. Moi, je pense surtout que c'est le moment pour nous de relancer l'élevage de hiboux et de pigeons voyageurs. Non, parce que le Covid, vous nous avez dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et on est encore en train de débattre de 4e dose et de la 9e vague. J'ai pas confiance, non. Je suis en train de me dire que finalement les mecs qui étaient dans le turfu, c'est les gars qu'on voit là, tu sais, dans les émissions Alaska, aux portes de l'extrême, tout ça, c'est ces mecs là qui étaient dans le futur. Ils ont le feu, ils chassent, ils mangent, ils payent pas les factures, franchement sans déconner, c'est eux qui ont la meilleure vie en fait, hein. Puis en plus de toute façon avec le réchauffement climatique, l'Alaska bientôt il fera le même temps que dans le sud de la France, hein. Eh, c'est rentable, hein. Bon, pour bouffer au niveau des animaux, ils vont galérer un peu, mais bon, je m'égare là. Si on m'avait dit que le turfu c'était le passé, finalement j'aurais presque pas cru, tu vois. Sur ces belles paroles des pépites et sur cette semaine d'actu encore riche en couleurs, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sujets dont on aurait pu parler, mais j'essaye de faire au mieux à chaque fois et de prendre les choses les plus intéressantes et les plus divertissantes pour vous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et surtout invitez vos amis à s'abonner aussi. Le principe, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on fasse vivre cette chaîne YouTube, au moins autant qu'on fait vivre mon TikTok, ça va devenir la phrase de chaque fin de vidéo presque. Je compte sur vous pour partager tout ça et désolé, on est en alerte rouge, ça risque de